Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Focus Santé. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau numéro, l'alimentation scolaire. Comment ça fonctionne? Il a été démontré que c'est une stratégie pour maintenir les enfants à l'école, mais quels sont les mécanismes de contrôle pour la bonne santé de ces êtres vulnérables? Quel est l'état des lieux quand on parle d'alimentation scolaire au Bénin? L'éclairage de la directrice de l'alimentation scolaire, Julienne Zimé-Yerima, notre invitée du jour. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Professeure certifiée de lettres, je le souligne au passage, donc elle sera avec nous aujourd'hui. Tout au long de cette émission, elle répondra à toutes nos questions et si vous en avez, c'est sûr que vous en aurez, on les attend, on attend donc ces préoccupations, ces différentes questions au numéro que vous connaissez, 65 00 24 24 via WhatsApp et à partir de 15h30 vous pouvez intervenir en direct au 21 33 84 19 ou au 65 00 24 24 donc pour nous envoyer toutes vos questions dans cette émission. Oui madame Zimé-Yerima, voilà donc c'était juste en prélude à cette émission. On va s'entretenir dans quelques minutes, dans quelques secondes, il n'y a pas de souci, c'est juste pour permettre aux auditeurs de nous rejoindre dans cette émission à travers ces différents numéros WhatsApp ou intervention en direct dans cette émission. Pour commencer, que comprendre par alimentation scolaire? Alimentation scolaire équivaut encore à cantine scolaire. C'est le repas que les enfants prennent à l'école, dans l'enceinte de l'école. Les bonnes dames préparent et les enfants mangent. Et cela permet de les maintenir à l'école jusqu'à l'achèvement de leur cycle premier du CEP. Donc ça les maintient et ça permet à d'autres enfants qui les voient manger de demander à leurs parents de les envoyer aussi à l'école. D'accord, donc c'est la restauration à l'école. L'alimentation scolaire, oui, la restauration. Le repas chaud que les enfants prennent à midi. Et c'est les 3 repas du jour ou c'est un seul repas, le repas de midi. Le repas de midi seulement? Seulement. Oui. Parce que c'est pas seulement à midi que les enfants vont manger quand même. Au moins quand ils mangent à midi, ils viennent de la maison déjà avec le petit déjeuner dans le ventre. À l'école, ils prennent le déjeuner et cela leur permet de rester, de ne plus se déplacer, faire les longs kilomètres, retourner à la maison avant de revenir à 15h. Donc ça leur permet, après avoir mangé, ils se reposent, ceux qui doivent étudier. Et à 15h, ils vont en classe sans gêne. Mais il y a le goûter aussi, surtout quand on est enfant, c'est un repas très important. C'est l'idéal. Oui. Mais non. Il y a les réalités. Les réalités du terrain, c'est l'idéal que les enfants mangent le matin. Ils peuvent manger le petit déjeuner à l'école, le déjeuner, le goûter avant de rentrer. Il y a des endroits où ça se passe comme ça, mais ce n'est pas encore au Bénin. Donc l'alimentation scolaire, ça se résume au repas du midi, au déjeuner. Au déjeuner. Seulement. En attendant qu'on évolue avec le nombre de repas. Actuellement, on est à un seul repas. Ok, donc c'est une spécificité béninoise et africaine, on va dire. Non, pas africaine. Il y a où les enfants prennent le petit déjeuner à l'école, dans l'enceinte de l'école. Mais pour le moment, au Bénin, nos écoles, surtout les écoles où moi je suis la directrice, c'est les écoles assistées par le gouvernement. Donc c'est le PAM qui au départ qu'on connaissait avec les cantines scolaires, le PAM, Programme alimentaire mondial. À un moment donné, en 2000, le gouvernement béninois est arrivé pour appuyer cette institution. Pour le moment, on donne un seul... Pour prendre en main ce qu'il devrait gérer. Gérer normalement. Donc voilà. Et on en a combien, ces cantines scolaires là, sur l'étendue du territoire national? Sur l'étendue du territoire, on a 2679 cette année,
2679. Avec 556 148 enfants qui mangent. 556 148 enfants qui bénéficient de ce repas chaud du midi. D'accord. Et ça s'étend de quelle classe à quelle classe? Est-ce que c'est seulement les enfants du primaire? C'est vrai que vous êtes du ministère de l'enseignement primaire, mais à l'école, c'est plusieurs niveaux. C'est plusieurs niveaux, c'est vrai. En attendant que les enfants aillent au collège, il faut qu'ils passent par le primaire. Et on a constaté que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cet effet que le gouvernement est venu en 2000 pour appuyer le PAM, comme je le disais. Et actuellement, les cantines, c'est dans les zones rurales. Ok, c'est pas dans tout le Bénin. Pour le moment, il est vrai, en 2006, le président de la République, dans son discours, programme à la nation, il a souhaité qu'à long terme, qu'on généralise les cantines. Une école, une cantine, c'est son souhait. Mais progressivement, on commence dans les lieux vulnérables. Nous sommes dans les zones rurales. Les écoles frontalières, pour éviter que nos enfants n'aillent dans notre pays. Voilà, il faut que les cantines aillent dans ces écoles frontalières. Ça nous permet de parler des critères. Sous quelle base vous identifiez les écoles dans lesquelles vous installez les cantines? Donc, je disais tantôt les écoles frontalières, les écoles lacustres, les écoles où le taux de fréquentation est très bas, les écoles où l'insécurité alimentaire prévaut. Dans ces écoles-là, on intervient. Les écoles à accès difficile. Et ces écoles, c'est surtout dans accès difficile en quel terme? C'est-à-dire, pour aller jusqu'à cette école, il faut traverser Moyen-Vallée, en tout cas, la route, la voie est impénétrable, mais il faut faire tout pour atteindre ces enfants, pour leur permettre de manger. Et c'est ainsi, quand un enfant qui passe avec son père, en tout cas, par les pètres, les deux par exemple, l'enfant voit ses voisins, ses camarades, ses semblables manger à l'école, il demande à son père, Baba, moi aussi je veux aller à l'école, il y a à manger là. Et c'est ainsi que progressivement, on donne les cantines. Ça, à long terme, on viendra dans les grandes villes, puisque vous savez, dans les grandes villes, on n'a pas besoin de demander à un père d'envoyer son enfant à l'école avant qu'il ne l'envoie. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de fonctionnaires. Ok, donc il n'y en a pas à Cotonou, ce genre de... Dans les écoles privées, il y en a. Vous avez parlé d'écoles informelles aussi, des cantines informelles. Oui, on va en parler tout à l'heure. Mais en attendant, nous, on intervient dans les zones rurales. Et progressivement, on va venir juste dans les grandes villes, les grands centres urbains. Les zones rurales, toutes les zones rurales, ou bien vous avez... En tout cas, on est sur de tous les départements. Oui, on est sur toute l'étendue du territoire. Mais il faut signaler qu'il y a 8000 écoles. Puis progressivement, j'ai dit tantôt, on est 2600, il y a 2669. Donc progressivement, on va combler tout ce vide-là. Ok, donc 2000 sur 8000. Une portion, on va dire, plus ou moins congrue. C'est sûr. On cherche à, on est né en 2000, on évolue progressivement. 2000, ça fait 15 ans. 2000, c'était 144 écoles. Donc c'est en 2000 que l'État a commencé par intervenir dans le système de cantine. Donc 15 ans pour 2000 cantines. Oui. 2679. Oui, environ, mais c'est 15 ans, c'est beaucoup. Les cantines, c'est la nourriture, c'est de l'argent. Ce n'est pas le seul volet que l'État a. L'État doit donner un peu à chaque côté, chaque volet. Sinon, il y a les constructions de classes, les infrastructures, il y a tous les volets. En attendant que ça s'améliore, voilà ce qu'on a pu faire. Il faut dire non seulement que le Bénin, il y a également le PAM qui assiste. Tout ça, là, c'est pas facile. Mais quel est l'apport du gouvernement, puisque le Bénin est assisté par le PAM? Donc, le gouvernement, en tout cas, les cantines assistées par le gouvernement sont au nombre de 1568. 1500 sur les 2000. Oui, 1568. Parce que les chiffres sont là, il faut écrire les chiffres entièrement. Oui. Donc, le CRS, à partir de cette année, le CRS a commencé par appuyer le gouvernement avec 144 écoles. 144 et le reste il y a le PAM
PAM qui est là avec 569 écoles. D'accord, donc l'État prend en charge totalement les cantines dans ces 1500 environ. C'est l'argent de l'État. C'est ça, donc progressivement, l'État a étendu, disons, son intervention à d'autres écoles et le PAM a laissé un peu l'État gérer. C'est ce que vous voulez dire. Puisque c'est l'État c'est le PAM qui a commencé. Jusqu'à présent, le PAM joue ce rôle. Mais en jouant ce rôle, d'autres partenaires sont arrivés aux côtés du PAM et de l'État. J'ai parlé du CRS qui commence cette année. Il y a aussi PME. Le CRS pour définir ce que Caritas, bon, c'est quelque chose ça. Ils interviennent. Ils ont commencé cette rentrée-là avec 144 écoles dans 4 communes du Nord. Savoir Gogoudon, Kandi, Malanville et Kalali. Et donc il y a aussi les cantines PME qui sont au nombre de 398. PME, c'est le nouveau partenariat pour l'éducation. Au départ, c'était Fast Track. Le projet Fast Track est terminé. C'est PME qui a pris la relève. Et ce PME, comment PME travaille? La PME recrute des femmes prestataires. Après, comment on lance appel à candidature, les femmes solutionnent, on fait un dépouillement, on prend celles qui ont gagné. C'est celles qui sont appelées à préparer dans les écoles. Et quand elles préparent, à raison de 150 francs le plat. Quand un enfant mange à midi, ça fait 150. Dans la semaine, on compte le nombre d'enfants ayant mangé. Après cette semaine, on compte le nombre d'enfants après avoir mangé la deuxième semaine. Et on fait le point avec un certificat de service. Avec ça, elle va dans la recette perception de sa localité. D'accord, ça c'est le PME. D'accord, ça nous permet de parler de comment ça fonctionne, du fonctionnement des cantines en général. Donc les cantines, les 3 autres cantines, c'est le même type, la même manière, c'est-à-dire achat des vivres, acheminement des vivres dans les écoles bénéficiaires. Qui s'en charge? Achat des vivres, chaque structure, PAM s'en charge, CRS s'en charge au niveau du gouvernement avec les cellules de passation du marché public, on s'en charge également. Et dans les départements, nous avons nos répondants. Dans chaque département, direction départementale des enseignements maternels primaires, on a les CESAS, chef de l'alimentation scolaire, quoi, CESAS. Oui. Donc, avec c'est toute une chaîne. Après avoir acheté les vivres, on les convoie. Dans chaque magasin départemental, les vivres sont achetés là, et stockés dans ces magasins. Et maintenant, à la veille de la rentrée ou après la rentrée, on achemine maintenant dans les écoles bénéficiaires. Toutes les écoles n'ont pas encore de cantine, comme je l'ai dit tantôt. Et qui garde ces magasins? Comment les femmes sont recrutées? Comment elles préparent? Comment ça se passe? Elles préparent où? Donc, les femmes, en ce qui concerne les cantines du gouvernement, les cantines du PAM, les CRS, c'est dans la communauté que les femmes sont choisies pour préparer. On tient compte de la propriété de leur hygiène. Qui les choisit? La communauté, l'association des parents d'élèves. Donc, les femmes qui sont propres. Également, nous travaillons avec des gens de la santé qui vont de temps en temps dans les écoles par rapport au développement du parasitage des enfants, ainsi de suite. D'accord. Et on va parler maintenant, on va s'intéresser à la qualité des repas. Il faut manger pour étudier, mais il faut bien manger aussi. C'est l'important de la conservation donc aux assiettes des enfants. Comment ça se passe? Quel est le mécanisme qui est mis en place pour le contrôle de ces repas-là? Dans chaque école, il y a un comité de gestion des cantines. Et ce comité-là est composé de représentants de parents d'élèves, des enseignants, de la femme qui prépare et des élèves de l'école. Même de l'endroit de la cuisine, l'hygiène, le respect des règles d'hygiène. On a des guides dans lesquels comment la femme qui doit préparer doit se comporter. C'est à la maison chez elle ou bien est-ce que c'est où la cuisine? C'est souvent à l'école. À l'école même? Puisque un des critères, il faut que l'école ait sa cuisine, son jardin, ainsi de suite. Ok, donc c'est les critères. Les critères, avoir un jardin scolaire, un champ scolaire, avoir un domaine propre à l'établissement, à l'école, et un magasin, et une cuisine.
Le jardin, c'est encore... Bon, le jardin, c'est pour appuyer, puisque quand on envoie des vivres, il n'y a pas de condiment. Au moins, quand il y a des jardins scolaires, ça permet les légumes, tout ça, le piment, la tomate, pour venir augmenter dans ce que le temps apporte. D'accord. Et quand les dames se mettent à préparer les cuisinières, comment ça se passe? Il y a un agent du ministère de la Santé qui est là, mais le comité de gestion. Dans le comité de gestion, il y a un maître à l'hygiène, parce qu'ils font des formations. C'est lui qui se charge de ce contrôle-là. Et par exemple, dans les écoles PME, il y a des ONG qui sont recrutées. Et ces ONG, on les antenne dans chaque école, des animateurs qui sont là pour vérifier la propriété. À chaque cuisson, à chaque... Par rapport aux cantines PMU, à chaque cuisson, ils sont là. Et chaque animateur a au moins 5 écoles. Donc ils sont là, au moins on prépare l'hygiène, en tout cas. Comment la femme doit porter son tablier, une coiffe, ne pas manger les frottes, ainsi de suite. Tout ça là. D'accord. Et un temps, on a eu un projet école amie de la nutrition, c'est de la santé. On allait ensemble dans les écoles avec les produits pour les déparasiter, ainsi de suite. Et au niveau du ministère aussi, il y a un service santé en milieu scolaire. Tout ça, il y a des formations. Et après, on va faire ensemble cette formation qu'on va reverser, en tout cas, au niveau de nos acteurs, les acteurs de l'alimentation scolaire. Ok, donc il y a une sorte de multisectorialité, c'est multisectoriel. Oui, c'est la donc le ministère de la Santé avec vous, avec d'autres organisations de la société civile. Oui, madame. Oui. Et bon, la même question pour la conservation, parce que quand l'aliment est bien préparé, si ce n'est pas bien conservé, ça agit aussi sur la qualité. Qui se charge du contrôle? Ça, c'est vrai. Il faut dire à ce niveau, il y a un problème qui se pose. Le problème, c'est que souvent, quand on attend les vivres, quand les vivres ne viennent pas au moment qu'il faut, il faut attendre la rentrée pour faire la distribution. Si on ne sait pas faire, il y a eu qu'on rencontre des denrées qui sont détériorées. Oui. Mais quand c'est le cas se présente, on demande à nos répondants de ne pas envoyer dans les écoles les denrées déjà variées. Oui. Par contre, on a nos partenaires du PAM, ont vraiment une grande stratégie pour la conservation des produits de ces vivres-là. On leur fait appel pour nous aider par rapport à la fumigation, ainsi de suite. Donc, dans les magasins, il y a une manière de disposer aussi les vivres selon leur nature. Tout ce qui ne doit pas être mélangé à l'autre. On fait cette formation-là aussi aux gens, aux autres acteurs. Et tout ça, c'est suivi par le comité? Bon, le comité, je dis, dans chaque école, il y a un comité. Autant d'écoles, autant de comités. Parce que c'est le comité qui va ouvrir la porte du magasin pour que la cuisinière puisse sortir ce qu'elle va préparer. Il y a un suivi. Il y a les directeurs, il y a les maîtres, il y a les parents d'élèves. Tout le monde a un regard en ce qui concerne la nourriture des enfants. Il y a un partenariat fort et tout le monde est là avec un regard. S'il faut accuser, on accuse. S'il faut féliciter, on félicite. Il y a eu des cas comme ça? Non, ça ne peut pas manquer. Vous étiez à notre forum. Les cas comme ça ont été soulevés. Il va manquer la nourriture, il y a des gens. Et après les accusations, qu'est-ce que vous faites? Il y a quoi comme sanction en griffe? Les accusations en ce qui concerne les détournements de vivres, ce qu'on fait quand nous sommes informés, parce qu'on nous écrit pour dire dans telle école, c'est le directeur qui a détourné les vivres, on l'a attrapé, ainsi de suite, on l'a pris, l'a mis dans le sac. Quand nous avons des correspondances comme ça, à notre tour, on écrit pour informer l'autorité avec des suggestions. Et les suggestions, c'est que désormais, ce directeur-là ne doit plus servir dans une école à cantine. Donc vous luttez vers d'autres... Et comme toutes les écoles n'ont pas de cantine en attendant, ils vont dans d'autres... Et ils remboursent également. Ah, ils remboursent. On les amène à rembourser. Une fois qu'ils n'ont pas nié les faits on sont avérés. Donc ils remboursent, mais avec des chargements de l'adresse. Ils ne sont plus les directeurs d'école. Ils ne sont plus les directeurs d'école à cantine, mais les directeurs d'école tout court. Ils ont les décharges, ils ne sont plus directeurs, mais ils vont ailleurs comme à juin. À juin, autre école, quoi. Comme à juin. Et une école sans cantine. Voilà.
D'accord. Et si c'était peut-être un parent d'élève qui a fauté, quelle est la sanction? Bon, jusque-là, on n'a pas eu le cas, mais c'est plutôt pour les directeurs qu'on nous signale. Peut-être qu'au niveau des lieux là-bas, ils ont couvert les parents, le président, je ne sais pas. Mais il y a eu même des cas où les directeurs, certains directeurs cherchent à quitter l'école à cantine. Pourquoi? Oui, parce que c'est des problèmes. Certains parents d'élèves les poussent à partager la vie. Quand ils ne sont pas de la vie du parent d'élève, ils demandent à quitter, parce que quand ça devient une menace. Donc, et quand on voit que c'est clair, c'est juste. Avec la communauté en place, on voit comment ils règlent le problème avec les directeurs départementaux de ces lieux-là. Ils voient et ils règlent. Donc, ce sont autant de difficultés que vous rencontrez. Oui. Quels sont les autres problèmes qui se posent dans ce secteur? Les autres problèmes qui se posent, c'est chaque fois que l'enveloppe financière augmente, on augmente aussi le nombre d'écoles, de cantines. On a fait des missions, on est allé ailleurs, là où l'alimentation scolaire a été vraiment un grand succès, par exemple. On est allé au Brésil. Au Brésil, là-bas, on a découvert que tous les matins, 45 millions d'enfants mangent dans toutes les écoles. Et chez eux, ce n'est pas le primaire seul. Ils partent de la maternelle, du primaire, du secondaire, et maintenant une partie de l'université est prise en compte. Là-bas, du matin, midi, soir, ou c'est seulement le déjeuner comme ici? Ils mangent le petit déjeuner. Ils prennent le déjeuner, ils prennent le goûter. Là-bas, c'est une réussite totale. Nous sommes en train, on veut tendre vers cela, mais on est à notre rythme en attendant. À combien de pas derrière? Non, pas derrière, je ne pense pas qu'il y ait de pas. Parce que chaque année, on augmente quand même le nombre d'écoles, cantines, chaque année. Chaque année? Chaque année, on augmente. J'ai ici, ce qu'on avait l'année, j'ai apporté pour 2014-2015. Ici, c'est 2015-2016 que j'ai donné. Il y a quand même un chef. Et l'année prochaine, il y aura combien de cantines en plus? Je ne sais pas encore, parce qu'on ne sait pas l'enveloppe qu'on aura l'année prochaine. On peut avoir une idée sur l'enveloppe de cette année, l'année passée? Non, bon, au départ, en 2000, je n'étais pas encore là. Ce que je sais, c'était 1 milliard. 1 milliard pour 144 écoles. Maintenant, en 1000, j'ai parlé de 1568. D'ici à là, ils augmentent, mais c'est encore 1 milliard 900 millions. 1 milliard 900 millions, c'est le budget pour les cantines scolaires. Oui, pour cette année. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour ça, quand vous demandez, c'est un seul repas qu'on donne. Je dis, bien, pour donner 2 repas, il faut quelque chose. Il faut doubler la mise, tripler la mise, c'est ça pour les 3 repas. C'est ça. Sinon, si on évalue la cantine au Bénin, un enfant, si on dit un enfant mange à 150 francs, 200 francs par jour, il faut compter le nombre d'enfants que nous avons, multiplié par les 200 francs, ce que ça peut faire. Et ce n'est pas encore toutes les écoles ne sont pas encore prises en compte. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'argent pour les cantines. D'accord, donc on appelle le gouvernement. Est-ce que vous faites des plaidoyers dans ce sens-là? Par exemple, par rapport au forum qu'on a tenu tout dernièrement, on a parlé de multisectorialité. Ailleurs, on a vu que la cantine n'est plus une affaire du ministère de l'enseignement maternel primaire seul. La cantine est affaire de tout le monde. On a impliqué plusieurs ministères. Vous avez parlé tantôt du ministère de la Santé. Nous avons le ministère de l'Agriculture, parce qu'il faut lier l'alimentation scolaire aux produits locaux. On a le ministère des Finances, parce qu'il faut de l'argent pour acheter les vivres pour les cantines. Il y a la décentralisation. Les communautés doivent prendre en charge à un moment donné l'alimentation scolaire, ouvrir une ligne budgétaire par rapport à l'alimentation scolaire dans les communes. Tout le monde est impliqué. Quelque sorte, beaucoup de ministères sont impliqués. C'est ça la multisectoralité. D'accord, on va revenir sur ce forum-là qui a eu lieu il y a quelques jours à Cotonou, mais en attendant, par rapport au repas qui doit être équilibré, comment les menus sont définis, comment ça se fait?
Nous sommes africains, les menus les vivres qu'on envoie à l'école, c'est les mêmes vivres que les parents achètent à la maison. La composition, il faut qu'il y ait les potés, les pivres, les glucides, comment ça se voit faire. Et c'est tout, en tenant compte de ça, de tout cela que l'achat est fait. Et maintenant, par rapport au menu, c'est au niveau de chaque école qu'ils ont déjà pour toute la semaine le menu. Parce qu'on donne le haricot, on donne le maïs, il y a le riz, il y a aussi le curry, de l'huile, du sel, il y a la sardine aussi, que nous voulons d'ici à là remplacer par les menus frétins, ainsi de suite. Donc cette composition, c'est comme ce que les enfants mangent à la maison. C'est pour ça souvent on choisit les femmes qui s'y connaissent. Les femmes que les communautés, sinon on est au ministère, mais on donne des instructions. Il faut que ce soit des femmes qui connaissent tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc il y a toutes les calories, tout est dedans, avec ces compositions journalières du menu. D'accord, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes sur Océan FM et que je reçois pour vous la directrice de l'alimentation scolaire, Julienne Zimé-Yerima, qui nous parle donc de cette problématique, cette thématique, l'alimentation scolaire. Avant d'aborder le deuxième forum sur l'alimentation scolaire, Madame Zimé-Yerima, je vais vous inviter à écouter cet élément sonore parce que les cantines entre griffes informelles, ça fait partie du quotidien des élèves les élèves donc à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire, ça fait partie des réalités. Il faudrait donc l'aborder. Je vais vous inviter à suivre ces élèves qui disent leur appréciation de ces cantines. Surtout les vendeuses de pain, certaines ne ferment pas leur pain. Les vendeuses de riz ne lavent pas leur cuillère. J'ai acheté du riz avec haricot, 100 francs. Et j'ai trouvé fourmi dedans, mais j'ai enlevé fourmi et j'ai mangé. Désormais, là, j'ai dit que je ne veux plus acheter celle. J'achète au portail. J'étais venue acheter, j'ai vu il n'y avait rien que des mouches sur ça. Pour remuer, elle prend la main pour remuer tout ça là. Si on balaye aussi, les poussières qui sortent de la tête là, dedans. Tout ça là, c'est choléra, c'est paludisme. Je viens de la cantine maintenant. Il y a une dame là qui vend du talé bon. La mère là, je sais pas si c'est panari ou quoi. Elle met la mère là, elle met ça encore pour préparer le talé là. L'eau qui prend pour faire les pommes pour laver les plats aussi. L'eau la même est sale. Voilà donc quelques élèves qui s'exprimaient au sujet de la qualité des repas qu'on sert à l'école, surtout les cantines informelles. C'est vrai que c'est pas tellement le sujet du jour, mais ça fait partie des réalités à l'école. Peut-être un message à l'endroit de ces femmes là, qui vendent à l'école. Bon, merci encore. J'ai dit tantôt que nos cantines sont dans les zones rurales. Si vous voyez comment les filles sont, les enfants qui passent sont même dégourdis, vous voyez comment ils lèvent. Là-bas, c'est pas la même chose. Ici, c'est des écoles privées des grandes villes. Et là, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des surveillants dans ces écoles privées là. Il faut que les surveillants aient l'œil. Comme dans nos cantines, il y a des comités de gestion qui ont l'œil sur ce qui se passe, ce qui est préparé. C'est de cette manière que dans les grands centres, des cantines informelles, il faut que le surveillant général, les membres de l'administration appellent vraiment les femmes qui préparent, qui vont dans ces écoles pour leur montrer, leur dire ce qu'elles doivent faire, la propriété. Et c'est pour ça, avant que les femmes ne vendent dans les écoles, elles doivent faire un examen et avoir un carnet de, comment ils ont appelé ce carnet-là, avant de venir vendre. Parce qu'ils n'ont pas de maladie, c'est tout ça, un examen médical. D'accord. Juste un survol du sujet, on ne va pas s'y attarder, d'accord. On va évoluer dans cette émission avec le deuxième forum sur l'alimentation scolaire qui s'est déroulé du 16 au 18 novembre à Cotonou. Quels ont été les problèmes soulignés au cours de ce deuxième forum, Madame Zimé-Yerima? Donc, vous savez, au départ, il y avait un premier forum en 2010 avec des recommandations. Donc le second forum, c'est faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues du forum de 2010. Et comment faire de l'alimentation une porte d'entrée du développement local. Donc au départ,
on n'était pas une direction, on était une cellule qui dépendait d'une autre direction du ministère des Enseignements maternels, scolaires et primaires. Et cette direction dont dépendait la cellule des cantines s'appelait TPS, la direction de la promotion de la scolarisation. Donc c'est à l'issue du premier forum qui a eu parmi ces recommandations, ils ont demandé qu'on érige cette cellule en direction. Et effectivement, en 2012-2013, cette cellule a été érigée en direction. Il avait été demandé qu'on ait une politique de l'alimentation scolaire. Donc nous avons aussi réussi cela parce qu'on a notre document de politique nationale de l'alimentation scolaire a été validé et adopté le 14 octobre 2014 en Conseil des ministres. Donc d'autres recommandations restaient. Et c'est à l'issue de cela, parce que comme on a une politique, il faut maintenant les stratégies, la mise en œuvre, comment faire pour... C'est pour cela qu'un second forum est né. Et ce second forum aussi, vous avez vu, on a parlé de multi... Est-ce que toutes les recommandations ont été prises en compte? Sur les 11, 5 ont été entièrement réalisées, 3 en cours de réalisation et 3 autres en attente. C'est ce que, dans la présentation au forum, voilà ce qui a été dit. Et c'est quoi la suite pour celles qui sont en attente, celles qui sont en cours? Celles qui sont, parce que, vous voyez, tantôt je disais que le membre seul ne peut pas s'en sortir. Il faut que d'autres, comme le cas est partout ailleurs, dans d'autres pays. Vous avez vu, les Nigériens sont arrivés, les gens du Burundi, du Brésil, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite étaient arrivés. Chacun est venu avec son expérience. C'est ensemble maintenant qu'on travaille et c'est pour ça que plusieurs ministères ont été associés. On a même une arrêté interministérielle qui désormais tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que la question de l'alimentation scolaire devienne une réalité dans le pays. Et comme le rêve du président était une école, une cantine, que ce rêve soit une réalité. Ce n'est plus une question de gouvernement seul. Il y a les privés aussi doivent apporter. Vous voulez parler des structures privées ou... Sociétés, oui, privées, comme ça se passe ailleurs. Chacun met sa main à la pâte et ça marche et ça va. Donc pour ce forum, la recommandation la plus grande encore, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à ériger la cellule en direction, mais cette direction doit devenir soit une agence ou bien un office autonome sous la tutelle du membre. Parce qu'on a constaté avec le problème de passation de marché, les vivres n'arrivent pas à attendre la bonne date, les enfants ne mangent pas à la bonne date, ainsi de suite. Ça fait un blocage. Et aussi, les privés qui doivent venir, c'est pour apporter un plus. Parce que l'argent, on ne peut pas tout le temps compter sur l'État pour le financement. Il faut que tout le monde participe, pour que nos enfants, au grand bonheur des enfants, que tous les enfants mangent. Parce qu'on a constaté ailleurs, avec les cantines, on a démontré comment. Quand il y a les cantines, il y a le manque, en tout cas, la réduction du taux d'abandon. Il y a le taux de mariage forcé. Parce que les enfants, quand elles vont à l'école, qu'elles ouvrent les yeux, elles ne veulent plus être mariées très tôt. Il y a la paix. L'alimentation scolaire devient une arme de paix. Dans quel sens? En ce sens que quand l'enfant qui mange à l'école, il est tranquille, il a le cœur tranquille, il est apaisé. Le ventre n'a pas mis l'enfant d'oreille. Quand l'enfant ne mange pas, c'est ça qui donne de mauvaises idées. Comment je vais faire pour aller manger? J'ai faim. Et c'est ce qui provoque les enfants comment on les appelle, qui vont dans l'armée, les enfants soldats, les enfants soldats, les enfants de rue, les braquages. Et quand on dit braquage à la longue, c'est la guerre, c'est en train de la guerre. Alors que l'enfant qui mange bien a de bons résultats, il devient un bon citoyen, il devient un homme capable de réfléchir pour faire le développement de son pays. Donc c'est en cela qu'on me dit que l'alimentation scolaire est une arme pour assurer la paix dans le pays. Quand les enfants mangent à leur faim, ils étudient bien, leurs résultats sont positifs. Et comment se fera la coordination avec les autres secteurs, puisque vous avez parlé de multisectorialité ministérielle ou multisectorialité. On va les appeler pour la déclinaison des actions à mener par rapport aux recommandations pour la mise en œuvre. C'est avec eux
que nous allons travailler. J'ai parlé tantôt d'un arrêté interministériel qui intègre tous ces ministères-là. Tous les ministères concernés ont signé. Et désormais, des ministères, différents ministères, on nous envoie les cadres, vont venir, on se retrouve pour travailler, pour décliner tout ça. Et la mise en œuvre sera faite. Est-ce qu'il y a des échéances, des délais, un timing donné pour pouvoir travailler comme ça? Comme on vient de finir le forum, maintenant, nous allons faire une communication en conseil des ministres avec les recommandations. C'est de ce qui a été dit. Tout ça, il faut informer en conseil des ministres. Et là également, d'autres recommandations vont tomber et ensemble, le travail va commencer. Donc vous êtes parti des recommandations du premier forum pour le deuxième. Vous avez évalué tout ce qui s'est passé? Oui, avec les visions futures. Visions futures, quoi. C'est que nous serons à long terme, on va dire. À part le fait de travailler avec tous les autres secteurs, quelle a été la résolution, bien l'autre résolution forte, ou bien les autres résolutions, les autres grandes résolutions? On va vulgariser tout ce qui sera fait. Après, il faut vulgariser. Il faut aller à une école intégrée. Cette école intégrée sera un modèle. Qu'est-ce que vous appelez école intégrée? École intégrée avec une alimentation, c'est ça. C'est dans une école, il faut que l'école ait les infrastructures qu'il faut. Il faut que l'alimentation scolaire y soit. Il faut qu'il y ait une infirmerie. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour la bonne marche d'une école. Ou quand l'enfant, ou les parents aussi, il y a une part des parents de la communauté. Puis ça, la langue, est-ce qu'il faut continuer de nourrir? Est-ce qu'il faut que les cantines nourrissent tout le temps les enfants? À un moment donné, il faut parler de la pérennisation. Donc la pérennisation, ça fait appel à la communauté, aux parents qui doivent prendre la relève parce qu'on ne peut pas nourrir tout le temps un enfant. Il y a des parents qui ont des enfants. Donc non, à un moment donné, il faut dire on se prend en charge. C'est ce que le Brésil a fait à un moment donné. Donc les parents contribuent ou comment ça se passe? On paye ça dans la contribution scolaire ou... Pour le moment, les parents ne contribuent pas beaucoup, mais certains apportent selon les zones. Quand on fait des tournées, des missions, on constate que dans les magasins, il y a la part de la communauté, dans les villes, il y a la part de ce que l'État envoie. Donc certains parents sont déjà conscients qu'ils doivent jouer ce rôle. Mais il faut être sensibilisé pour que tout le monde le fasse de cette manière. Sinon, quand au nord, par exemple, c'est des ignames que certains parents apportent, les ignames, les tubercules. Au sud ici, quand vous allez, vous voyez les noix de palme pour la sauce, les feuilles, les légumes, ainsi de suite. Donc, on va aller le haricot. Dans certaines écoles, il y a des champs scolaires. Les parents exploitent des champs pour les enfants, pour l'école de leurs enfants, quoi. Les jardins scolaires, ça c'est pour les enfants eux-mêmes, qui vont travailler un peu. Et quand ça pousse, ils préparent, on met ça dans la cuisine, dans l'alimentation scolaire. Donc à long terme, il faut que tout cela, ça se passe comme ailleurs, comme là où si le Cap Vert, la Côte d'Ivoire sont arrivés, c'est parce que dans leur pays, ils ont réussi l'alimentation scolaire. Quand ils arrivent à réussir l'alimentation scolaire, ils ne demandent plus le partenariat avec les autres. Ils se suffisent en ce moment. Donc c'est le rêve de tous les pays. Tous les pays n'ont pas encore. Ils ne sont pas appuyés par d'autres structures internationales? Internationales, non. Mais pas les structures privées de leur localité. Au Brésil, même ils ont refusé, ils ne veulent plus d'aide. Maintenant, ils se suffisent. Donc, voilà. On veut tendre à ce niveau-là, nous-mêmes, à un moment donné de notre vie, si on était encore là. Mais c'est ça le problème, il faut des échéances. Est-ce que tout ça a été notifié? Parce que quand on se donne les ambitions, il faut les délimiter dans le temps. Oui. Bon, comme on a parlé de multisectorialité, hier par exemple, hier le premier lundi après le forum, de tout ça, de ce qu'on doit faire la suite, c'est là, les comités sont mis en place déjà pour la suite. Mais ce comité doit travailler avec les autres ministères aussi. C'est ça, les membres des autres ministères, quoi. Parce que seul, on est bête. Quand vous êtes plusieurs, vous n'êtes plus bête. Ce que l'un n'a pas vu, l'autre va voir. On fait comme ça va marcher. Des échanges, c'est enrichissant quand on est nombreux. Okay, donc vous êtes en train de, disons, remplir les préalables pour la rencontre. Pour la rencontre, donc pas de date pour l'instant. On va
va donc suivre cette actualité-là pour voir... on va attendre que vous vous rencontrez, que vous vous réunissez pour définir les différentes dates. Mais on a encore quelques minutes avant de partir du studio. Quelle est la différence entre ce forum et le premier? Quelle a été la différence que vous avez peut-être constaté avec les documents que vous aviez eus sur le premier forum, et là vous étiez là en chair et en os, vous avez participé à ce forum. Quelle est la différence que vous avez? Bon, je dis au départ, en 2010, on était encore une cellule. C'était le ministère seul, le membre seul qui a pris la responsabilité de faire ce forum. Cette fois-ci, on est devenu une direction. Et on parle aujourd'hui de multisectorialité, ce n'est pas notre ministère seul. Il y a eu une co-organisation de ce forum. Les Brésiliens ont contribué. Donc il y a eu plus de pays au départ rapport au premier forum. Donc et chaque pays, on dit souvent autant de têtes, autant d'idées, autant que les pays sont venus, autant on a eu de nouvelles idées aussi. C'est tout ça là qui est enrichissant, qui va aider à améliorer ce que nous faisons ici dans notre pays. Donc plus de pays, plus d'experts. Est-ce que c'était plus de jeux, plus de moments d'échange? C'est toujours les 3 jours. 3 jours. 17-18. C'était la même chose la dernière fois. Et le prochain forum aura lieu quand? Il faut qu'on réussisse ce qu'on doit faire d'abord, il faut qu'on le fasse. Et par rapport, peut-être que si dans la mise en œuvre il y avait des difficultés, il faut faire appel à d'autres personnes. Bon, la mise en œuvre n'a pas encore commencé. C'est là qu'on verra s'il faut programmer notre forum ou pas. Bon, on souhaite qu'il n'y ait même plus de forum puisque tout se passe bien, parce que c'est quand il y a un problème qu'on veut réunir les gens pour savoir les solutions, apporter au problème. D'accord, donc on n'a pas pris rendez-vous pour un troisième forum, on attend. Non, même pour le premier, on ne savait pas qu'il devait avoir un second forum. C'est chemin faisant, travaillant, qu'on a dit c'est nécessaire d'appeler notre forum. D'accord, on va revenir rapidement sur cet aspect que vous avez évoqué dans les critères avant la conclusion. Vous avez parlé du faible niveau dans les écoles, le faible niveau de fréquentation, bien sûr. Pourquoi ce critère-là? Quand il y a des écoles, à des endroits, il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup d'élèves, d'écoliers. On dit, il leur manque quelque chose. Il est vrai que ça a tout ce que ça manque, mais là où c'est plus crucial, c'est là qu'il faut apporter en attendant l'alimentation scolaire. Par exemple, il y a des régions où l'habitat est dispersé. Là également, on apporte l'alimentation scolaire. Quand l'habitat est dispersé, cela veut dire que l'école est quelque part et les enfants viennent de tous les hameaux pour se rencontrer à l'école. Il faut les laisser envoyer la nourriture là pour les permettre de rester. Puisque quand ils rentrent le soir, le midi, certains ne reviennent plus. Donc il faut faire ça. C'est pour ça que ces critères-là sont d'abord dans ces zones-là. Donc vous estimez qu'il y a eu diminution, donc pour les ramener? Plus, oui, on dit l'alimentation scolaire est une porte d'accès et de maintien de l'enfant à l'école jusqu'au cycle premier pour lui permettre d'avoir son premier diplôme. C'est ça qui les maintient. Quand il n'y a pas d'alimentation, ils savent passer une année où quand on a eu dans les écoles à cantine, beaucoup d'enfants veulent l'aller. À un moment donné, les écoles étaient pléthoriques, à effectif pléthorique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que la cagnotte n'était pas très très importante, on a demandé comment faire. Et comme le PAM est une structure qui est en matière d'alimentation scolaire, est une structure qui était première sur le terrain, on est allé vers cette structure-là pour demander à votre niveau-là, quand les écoles ont des effectifs pléthoriques de tel nombre, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit non. Quand c'est comme ça, cela veut dire que les parents ont compris l'importance de l'école. Ils ont envoyé les enfants à l'école. Donc, comme il y a d'autres demandes qui attendent, ce que vous allez faire, à partir de faire 500 enfants dans une école, il faut les suivre pour permettre aux autres qui demandent là, pour accepter d'autres demandes, afin de donner aussi des vues aux écoles qui attendent. On a fait l'expérience une fois.
que vous savez ce qui s'est passé? Non. Les enfants, on a coupé la cantine là. Oui. On vidait l'école pour aller dans notre école à cantine. Là où il y a des cantines. On s'est dit non, cette expérience-là n'est pas la bonne. Donc allons comme ça. C'est pour ça aujourd'hui on n'a pas assez de vivres, mais on donne quand même à toutes les écoles. Bon, c'est pas si l'enveloppe augmente, on va donner encore plus. Pour le moment, on tient compte de l'enveloppe que nous avons et on donne aux enfants. D'accord, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Madame Juliette Zimeyerima, votre nom. Ah, Julienne, voilà, j'écorche votre nom, excusez-moi. Votre mot de la fin, en guise de conclusion. Mon souhait, en tant que directrice des cantines, mon souhait est que notre enveloppe financière soit revue à la hausse et permettre qu'un grand nombre d'enfants encore mangent et réussissent le résultat scolaire afin qu'ils deviennent demain des personnalités, de grands messieurs, de bons citoyens qui vont œuvrer pour le développement de la nation. Parce que le rêve de notre président, qui est une cantine, une école, une cantine, que ce rêve-là soit réalité. Mais moi, ce n'est pas aujourd'hui que demain, on dise au Bénin que la cantine est dans toutes les écoles, rurales comme urbaines. C'est mon souhait le plus fort. Je vous remercie, madame. Merci à vous aussi, madame Julienne Zimeyerima. Vous êtes la directrice de l'alimentation scolaire au ministère de l'enseignement maternel, primaire. Voilà, donc vous venez tout droit là de Porto-Novo. Merci d'avoir fait le déplacement. Mesdames et messieurs, j'espère vous avoir apporté quelques précisions sur l'alimentation scolaire au Bénin. Merci de nous avoir suivis. On prend le rendez-vous pour mardi prochain pour un autre numéro, pour une autre thématique, toujours pour votre bien-être. On remercie Anselme Debo qui était de l'autre côté de la baie vitrée pour assurer la partie technique, et Seignette Yessoufou également qui assure à la caméra. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain.